Un contrat ne concerne que les parties elles-mêmes. Elles devront respecter leurs paroles et exécuter les obligations promises entre elles, comme s'il s'agissait de respecter une loi. Le Code civil dit d'ailleurs qu'un contrat fait office de loi entre les parties. Néanmoins, les personnes étrangères au contrat doivent en tenir compte. Par exemple, un huissier de justice ne peut par principe pas saisir un bien qui a été vendu. Il doit tenir compte du contrat de vente que la personne qu'il est en train de saisir a fait. On dit que le contrat est opposable au tiers. Mais quand bien même leur serait-il opposable, ils ne peuvent en recevoir directement le bénéfice, pas plus qu'ils ne peuvent en exiger personnellement l'exécution. Ainsi, si une personne doit de l'argent à l'un de vos proches, celle-ci ne peut pas le rembourser en vous versant directement l'argent, et vous ne pouvez exiger le remboursement à la place de votre proche. Il existe néanmoins des exceptions dans lesquelles les tiers pourraient, par exemple, exiger l'exécution d'un contrat qu'ils n'ont pourtant pas conclu. C'est le cas de l'action oblique. Prenons le cas d'un créancier A qui a un contrat quelconque avec une personne B qui est son débiteur. Cette dernière a également passé un contrat avec C, dont elle est la créancière. Ce second contrat, pour une raison quelconque, n'est pas exécuté, ce qui empêche A de pouvoir demander l'exécution de sa propre créance vis-à-vis de B. L'action oblique va lui permettre de réclamer l'exécution du contrat qu'il n'a pas conclu au nom de son propre débiteur. Le contrat sera donc exécuté comme convenu au départ. Cela permet au premier créancier de pouvoir faire exécuter son propre contrat. Prenons l'exemple d'un locataire A qui a un bail avec le propriétaire de son appartement B. Ce dernier a un contrat d'entretien pour la chaudière collective avec un prestataire C. Or, la chaudière est en panne et le propriétaire ne fait rien, ce qui empêche le locataire d'avoir le chauffage convenu par le contrat de location. L'action oblique permettrait au locataire d'exiger l'intervention du prestataire au nom du propriétaire, y compris en justice. Deuxième exception, l'action directe en paiement. Alors que l'action oblique concerne tout type d'obligation, celle-ci ne concerne que les créances alimentaires, comme des rentes ou des pensions alimentaires par exemple. Si la situation de départ est similaire à celle vue précédemment, ici, le premier créancier A peut réclamer sa créance directement auprès du débiteur de son propre débiteur, C, pour un montant au maximum équivalent à sa créance. Ce dernier versera le montant réclamé directement auprès du créancier ayant exercé l'action. Ainsi, si une personne A bénéficie d'une pension alimentaire que lui doit l'un de ses parents, B, et si ce dernier ne la verse pas, il peut directement la réclamer auprès de l'employeur C de son parent, qui déduira du salaire la partie correspondant à la pension alimentaire qu'il versera directement au bénéficiaire de la pension alimentaire A. Le principe selon lequel le contrat n'a d'effet qu'entre les parties connaît des exceptions. Ainsi, certaines personnes peuvent-elles bénéficier directement d'un contrat auquel elles n'ont pas participé. Ce sera le cas par exemple des ayants droit qui bénéficient de certains contrats conclus par des personnes avec lesquelles elles ont des liens de couple, des liens de parenté ou des liens contractuels. Ainsi, la loi dispose qu'un concubin est tout autant titulaire du contrat de bail que son conjoint, qui pourtant serait le seul à figurer sur le contrat. Mais c'est aussi le cas de la représentation. Dans cette hypothèse, une personne, que l'on appelle le représentant, dispose du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne qu'il représente, qu'on appelle le représenté. Ce pouvoir peut lui être donné par la loi. J'ai évoqué par exemple le cas des parents qui représentent leurs enfants durant tout le temps de leur minorité dans la vidéo consacrée à la validité du contrat. Mais c'est aussi le cas des dirigeants d'entreprise, les gérants, les directeurs ou directeurs généraux, les présidents de directoire,
qui ont le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de leur société. Le pouvoir peut être également donné par un juge. C'est le cas lorsque celui-ci désigne un tuteur pour représenter un majeur, cas que j'ai évoqué effectivement dans la vidéo sur la validité des contrats. Ou lorsque celui-ci désigne un administrateur judiciaire pour épauler le dirigeant d'une entreprise en difficulté. Mais ce pouvoir peut aussi être donné par contrat. Ce sera le cas lorsqu'un dirigeant fera une délégation de pouvoir au bénéfice d'un des salariés de l'entreprise, ou alors le cas du mandat. Dans cette situation, une personne va désigner par contrat quelqu'un qui aura le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte. Le mandataire pourrait alors négocier et conclure des contrats pour le compte du mandant, qui serait engagé dans le contrat avec le co-contractant, à condition bien évidemment que le mandataire ait bien respecté les limites du pouvoir qui lui avait été donné. Ainsi, le propriétaire d'un appartement, le mandant, peut-il donner à une agence immobilière, le mandataire, un mandat de gestion qui donne le pouvoir à celle-ci de trouver les locataires, percevoir les loyers et se charger par exemple des travaux à la charge du propriétaire. Enfin, dernière exception à l'effet relatif des contrats, la stipulation pour autrui, où dans cette hypothèse, une personne, le stipulant, va conclure un contrat pour le compte d'une autre personne, le bénéficiaire, qui percevra directement les obligations prévues au contrat. Le bénéficiaire devra néanmoins prendre connaissance du contrat conclu pour lui et en accepter le bénéfice. Ainsi peut-on désigner par contrat le bénéficiaire d'une assurance vie, ou alors un parent peut prendre à son nom une assurance au bénéfice de son enfant et qui sera la personne assurée.